Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 14 mars, je vous propose de nous rendre tout d'abord en Chine pour nous intéresser au nouveau Premier ministre Li Qiang. Nous irons aussi dans le Pacifique, dans l'archipel des États fédérés de Micronésie, qui a aussi connu un changement politique important la semaine dernière avec des élections et, en toile de fond, un scandale politique et diplomatique impliquant la Chine. Philippines également, où je vous proposerai de nous pencher sur le récent meurtre d'un gouverneur qui s'inscrit dans une série de meurtres visant des fonctionnaires publics et locaux dans l'archipel. Nous reviendrons aussi sur des nouveaux tirs de missiles en Corée du Nord pour ensuite finir notre petit tour de l'Asie-Pacifique en évoquant le décès d'un des plus grands écrivains japonais de son siècle, le prix Nobel de littérature Oe Kenzaburo. Le président chinois Xi Jinping a nommé Li Qiang, un de ses proches alliés, au poste de Premier ministre pour succéder à Li Keqiang, en poste depuis 2013 et dont la nomination avait à l'époque laissé espérer certaines réformes libérales. Li Keqiang, qui a pendant son mandat encouragé les initiatives privées et les investissements étrangers, a tiré sa révérence la semaine dernière après 10 ans à la tête du gouvernement chinois, déclarant, je cite, que « pendant que le peuple travaille, les cieux regardent ». Des propos dans lesquels certains observateurs ont vu une critique déguisée à l'attention du président chinois, qui n'a eu de cesse d'écraser les ambitions réformatrices du Premier ministre en s'accaparant progressivement tous les pouvoirs. Son successeur Li Qiang, âgé de 63 ans, est un allié fidèle de Xi Jinping, avec qui il a travaillé étroitement lorsque le président actuel était secrétaire général du parti de la province du Zhejiang. Li Qiang, qui est aussi considéré comme étant favorable au monde de l'entreprise, est numéro 2 du Politburo depuis octobre 2022, une nomination qui avait déjà indiqué à l'époque qu'il succéderait sans doute à Li Keqiang à la tête du gouvernement. Mais c'est une nomination inhabituelle, car Li Qiang n'est passé par aucun poste au sein du gouvernement central auparavant. Il a en revanche occupé plusieurs fonctions de très haut niveau provincial. Entré au parti en 1983 à l'âge de 24 ans, il a été gouverneur de la province du Zhejiang de 2012 à 2016, puis secrétaire du parti de la province du Jiangsu en 2016 et 2017, avant d'être nommé secrétaire du Parti communiste chinois de la ville de Shanghai de 2017 à 2022, soit en partie pendant la pandémie, une période où l'application d'un confinement très strict de 2 mois à Shanghai a considérablement terni son image auprès du public. Hormis la nomination de Li Qiang au poste de Premier ministre, qui est entré en fonction samedi dernier, le camarade Xi Jinping a été réélu au poste de président grâce à l'abolition en 2018 de la limite des mandats de président dans la constitution chinoise. Xi Jinping, qui a été reconduit en octobre 2022 à la tête du Parti communiste chinois et de l'armée, a promis dans une cérémonie retransmise en direct à la télévision chinoise de construire, je cite, « un grand pays socialiste, moderne, prospère, fort, démocratique, civilisé et harmonieux ». La semaine dernière se sont déroulées les élections générales aux États fédérés de Micronésie, un scrutin visant à renouveler les 14 membres du Congrès, le Parlement local. Ce dernier est composé de 4 sénateurs, un pour chacun des 4 États, Chuuk, Pohnpei, Ko's Rae et Yap, élus pour 4 ans au suffrage universel par les citoyens des États concernés, et 10 représentants de district élus au scrutin majoritaire simple, avec un nombre de sièges par État proportionnel à la population de chacun des États. Le président, qui est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement, ainsi que le vice-président, sont ensuite élus par le Congrès parmi les 4 sénateurs récemment élus. Suite au scrutin de mardi, 12 des 14 élus sortants ont conservé leur poste, et l'ancien président de 2015 à 2019, Peter Christian, a été réélu à l'État de Pohnpei. Quant au président sortant, David Panuelo, qui briguait un nouveau mandat pour représenter Pohnpei également, il a été battu par Peter Christian et ne peut donc pas être réélu au poste de président. Mais après la publication des résultats, David Panuelo a déclaré dans une lettre fuitée et consultée par plusieurs médias tels que Radio New Zealand ou Pennar News avoir été menacé physiquement par des représentants chinois et a accusé Pékin d'espionnage dans l'archipel.
Il a également affirmé qu'il avait été surveillé par la Chine populaire et que certains élus locaux s'étaient vus offrir et ou avaient accepté des pots de vin en cash ou en nature de la part de représentants chinois. Enfin, le président sortant a déclaré que lui et ses ministres avaient été harcelés par l'ambassadeur de Chine, notamment pour forcer l'archipel à accepter de se faire livrer des vaccins chinois pendant la pandémie. David Panuelo a aussi recommandé au Congrès de reconnaître diplomatiquement Taïwan et a aussi affirmé avoir rencontré le mois dernier le ministre taïwanais des Affaires étrangères Joseph Wu, assurant qu'il avait obtenu que Taïwan verse, en l'échange d'une reconnaissance diplomatique, 50 millions de dollars américains d'aide au développement via un fonds national, ainsi que 15 millions de dollars américains d'aide par an. Une nouvelle embarrassante pour la diplomatie taïwanaise qui a toutefois confirmé vendredi que le ministre Joseph Wu avait en effet rencontré David Panuelo le mois dernier et que les deux représentants avaient bien discuté d'une éventuelle expansion des relations bilatérales avec Taïwan. Mais le ministre taïwanais des Affaires étrangères a refusé de commenter sur les détails de l'établissement des relations officielles mentionnées par le président de Micronésie. Le ministère chinois des Affaires étrangères, quant à lui, s'est défendu des accusations portées par le président sortant des États fédérés de Micronésie, affirmant que la Chine traitait tous les pays de manière égale, peu importe leur taille, tout en déclarant que la Chine restait attachée au principe d'une seule Chine. Notons qu'en 2022 déjà, le président David Panuelo, qui a parlé dans sa lettre de guerre stratégique livrée par la Chine dans son État, avait alerté sur la tentative de Pékin de signer un pacte de sécurité et de commerce avec 10 pays du Pacifique. Le chef de la police nationale philippine, Rodolfo Aurin Jr., a déclaré hier dans une conférence de presse que le gouvernement philippin gardait le contrôle de l'ordre dans la province de Negros occidental, après que des hommes armés ont tué, début mars, le gouverneur de la province et 8 autres personnes au domicile du gouverneur. L'enquête continue actuellement et la police nationale ainsi que les forces armées philippines ont installé des points de contrôle conjoints ainsi que des opérations de contrôle des frontières pour assurer la sécurité et pour tenter d'interpeller les responsables de l'attaque qui a choqué le pays. Le 4 mars, le gouverneur de la province de Negros oriental, Roel Degamo, était en réunion à sa résidence officielle avec plusieurs locaux lorsqu'un groupe de 10 hommes armés a pénétré dans l'enceinte, ont demandé à lui parler avant d'ouvrir le feu, faisant au total 9 morts, dont le gouverneur, qui est décédé des suites de ses blessures après être arrivé à l'hôpital. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, a également fait 17 blessés, et le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a condamné l'attaque et a promis que justice serait rendue. Des soldats d'élite ont été envoyés pour chercher les auteurs, la même unité que celle déployée contre les rebelles liés à l'État islamique qui avait occupé la ville de Marawi pendant plusieurs mois. Le secrétaire à la Défense Carlito Garvez Jr. a déclaré vendredi en conférence de presse qu'il existait depuis longtemps un schéma de mercenaires dans la province, évoquant d'autres cas récents de meurtres de fonctionnaires locaux. La police a effectué une descente pour chercher d'éventuelles armes à feu au domicile de Pride Henry Teves, un rival politique de Degamo, ex-gouverneur, qui a nié toute implication dans la fusillade, même s'il a été accusé de 3 meurtres commis en 2019. Pour l'instant, 3 suspects ont été arrêtés dans les heures qui a suivi la fusillade, dont 2 anciens soldats. Les forces armées sud-coréennes ont rapporté que la Corée du Nord avait tiré aujourd'hui 2 missiles balistiques de courte portée en direction de la mer orientale. Notons que ces tirs de missiles s'inscrivent dans une série de tirs déjà observés dans les dernières semaines et mois. Dimanche encore, en effet, 2 missiles de croisière stratégiques ont été tirés depuis un sous-marin nord-coréen. Notons aussi que ces nouveaux lancements interviennent alors qu'ont débuté hier 11 jours d'exercices militaires conjoints entre les armées américaines et sud-coréennes, des exercices baptisés « Bouclier de la liberté », mais perçus par Pyongyang comme une grave menace contre sa sécurité. Le grand écrivain japonais Oe Kenzaburo, prix Nobel de littérature, est décédé à l'âge de 88 ans. C'est sa maison d'édition Kodansha qui a annoncé hier que l'écrivain s'était éteint de cause naturelle le 3 mars dernier et que sa famille avait déjà organisé ses funérailles. Né le 31 janvier 1935 à Uchiko, dans la préfecture de Shikoku, Oe Kenzaburo était devenu une des figures majeures de la littérature d'après-guerre au Japon, mais aussi un écrivain connu pour ses engagements politiques. Son talent littéraire avait été remarqué très tôt, puisque Oe Kenzaburo a remporté en 1958, à 23 ans, le prix Akutagawa pour son recueil de nouvelles Gibier d'élevage.
Ayant étudié la littérature française à l'université de Tokyo, il s'était aussi engagé dans les années 60 contre le renouvellement du traité de sécurité nippo-américain, puis contre la guerre du Vietnam, contre les bases américaines au Japon et contre l'arme atomique. Sur le plan littéraire, ses deux grands thèmes de prédilection étaient les campagnes japonaises avec notamment les révoltes paysannes, mais aussi le handicap mental, son fils Hikari étant né en 1967 avec un handicap. Mais la véritable consécration était arrivée en 1995 lorsqu'il avait obtenu le prix Nobel de littérature, devenant ainsi le deuxième écrivain japonais à se voir décerner le célèbre prix. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.